Bonjour et merci de prendre rendez-vous tous les matins au tribunal de l'actualité sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Nous sommes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Merci également à vous qui nous suivez en direct sur Facebook et en repli sur YouTube. Merci aussi, messieurs les juges qui sont sur ce plateau, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Oui, bonjour, président Ouedraogo, bonjour, juge Vaha, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. École fermée, liaison routière interrompue, administration absente, économie au ralenti. La province de la Tapua en proie au terrorisme se meurt. C'est le cri de cœur des jeunes de cette partie du Burkina Faso. Leur porte-parole est notre convoqué du jour, Van Marcel Ouoba. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour chers juges. Alors, je l'ai dit, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la région de l'Est et plus particulièrement dans la province de la Tapua. Ça se fera juste après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Alors, ce qui retient mon attention, c'est que nous sommes le 28 octobre. Hier, c'était le 27 octobre. 27 octobre rappelait la marche des spatules des femmes. Le 27 octobre rappelle également le carnage de Koudougou après le coup d'État du 15 octobre 87 qui a marqué cette ville-là. Aujourd'hui, c'est le 28, c'est une autre date historique au Burkina parce que c'était la marche décisive de ceux qui étaient contre la modification de l'article 37. C'était le dernier avertissement pratiquement qui avait été envoyé à Blaise Compaoré par rapport à sa démarche de pouvoir aller le 30 donc, par l'Assemblée nationale pour la modification de l'article 37, étant donné que l'ADF-RDA avait déjà validé, je crois que c'était le 26 octobre. Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le nombre massif de ceux qui sont sortis à Ouagadougou pour dire non et dans les autres villes, la qualité des marcheurs, la longue file des marcheurs qui était un signal fort qui avait été envoyé. Et on se rappelle également que le camp en face avait minimisé effectivement cet avertissement. Des hommes politiques et des jeunes comme Alpha Yago avaient estimé que c'était des enfants qui revenaient d'école, qu'on a manipulés, c'était des petits-enfants. Et il y a même d'autres, les vélos étaient crevés, lui il a donné de l'argent pour faire réparer le vélo. Quand on l'écoutait, on se demandait, mais est-ce que c'est la même marche ou bien c'était une autre marche? Je disais que c'est historique parce que aussi cette marche, je pense que si les tenants du pouvoir avaient suffisamment jaugé la situation, c'était pas tard également en son temps pour le président Blaise Compaoré de sortir dire « Je vous ai compris, j'annule tout ». Mais bon, ça ne l'a pas été et ça nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Ici, ce n'est point de dire tous responsables, tous coupables. Quelles sont les leçons et les enseignements qu'on a tirés et pour pouvoir effectivement bâtir un Burkina qui doit effectivement avancer. Je le dis parce que nous sommes également à quelques jours des 30 et 31 octobre. Hier, je lisais le compte rendu du Conseil des ministres qui a prévu un certain nombre d'activités avec à l'intérieur une minute de silence. Mais moi, mes pensées vont déjà aux victimes de ces journées-là. Celles qui portent les séquelles sur leur corps, les familles qui ont été endeuillées et qui portent jusqu'à présent ce deuil-là. Et donc tous ceux qui ont versé le sang pour l'édification de cette démocratie au Burkina. Il ne faudrait pas aussi que cela passe par perte et profit. Et il y a un procès d'une insurrection populaire également qui se fait attendre. Donc pensée spéciale à toutes ces victimes et à tous ceux qui ont effectivement bravé les barrières pour que effectivement la démocratie puisse avancer. C'était leur conviction, c'était leur combat. Et bon, ça fait partie de l'histoire du Burkina. Donc c'est un rappel historique que j'ai tenu à faire ce matin comme avant-propos. Et c'est tout. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, merci, président. Mon avant-propos concerne un rapport. C'est un classement, celui des US News and World Report, qui classe les meilleures universités dans le monde. Et le rapport nous dénote qu'il y a 66 universités africaines qui sont dans ce classement-là, ce qui est intéressant. Mais la première université qui vient dans le classement, c'est une université sud-africaine et elle est à la 109e place. Elle a eu 70 points sur 100. Mais ce qui est intéressant quand vous regardez de plus près,
pour ce qui est du classement purement africain, vous allez voir que c'est l'Afrique du Sud qui est vraiment au devant. Quand vous regardez le top 10, vous avez quoi? Les 4 premières universités en Afrique, c'est des universités sud-africaines. Après vient une université égyptienne, revient encore une université sud-africaine. Après vous avez le Nigeria. Et puis pour l'Afrique de l'Ouest, il faut chercher un peu plus loin, à la 11e place africaine, pour voir le Ghana qui vient 2 fois. Ghana avec l'Université de sciences et technologies de Kwame Nkrumah, et puis avec l'Université de Ghana aussi, qui sont classés, donc respectivement 11e et 29e. Vous allez voir, c'est l'Égypte, le Maroc, c'est des pays comme ça qui se succèdent. Et quand vous regardez, vous comprenez la puissance de ces pays-là. Vous cherchez des pays d'Afrique subsaharienne, et donc des pays francophones. Le seul que vous trouvez, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, vous le trouvez à la 31e place avec l'université de Yaoundé. Après, plus rien. C'est-à-dire que Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, tout ce que vous citez là, ça n'existe même pas dans ce classement. On n'est même pas classé, c'est-à-dire on ne compte même pas, on ne tient pas compte de nous. Parce qu'on n'est même pas dans les standards. Ça fait réfléchir. Je pense que ça fait réfléchir quand vous regardez cela. Et puis vous comprenez aussi pourquoi est-ce que certains États sont très forts. Vous savez, tout part de la façon dont vous formez votre jeunesse. Victor Hugo disait aussi quelque chose qui pour moi était très intéressant, c'est que l'éducation, c'est la famille qui la donne. Mais l'instruction, c'est l'État qui la doit. Donc nos États doivent de nous donner des possibilités de formation de qualité à nos jeunesses. Et ça, c'est un droit pour cette jeunesse-là. Et c'est un devoir pour nos États. Qu'est-ce qu'on a fait de cet appareil-là qui nous permet, comme le disait quelqu'un comme le Sud-Africain, c'était Nelson Mandela. Il disait que l'éducation, c'était l'élément le plus puissant pour transformer ce monde. Mais là-dessus, nous sommes presque désarmés. Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse-là, pour qu'elle puisse transformer le Burkina que nous voulons? Comment est-ce qu'on l'instruit? Avec quel type d'université dans lesquels ils vont se faire former? Quand regardez le classement qui a été fait, c'est sur la base d'éléments très scientifiques. D'abord, sur le point de la recherche, sur le point de l'aura que les universités ont au niveau international et au niveau régional. Donc, ce sont des éléments qui sont scientifiques qui sont posés. Donc nous n'existons pas, parce que nous sommes encore à régler des histoires d'effectifs pléthoriques avec des années qui se chevauchent. On est dans une réalité qui n'a rien à voir avec des pays qui ont envie de former des jeunesses et qui ont envie de former des élites, qui ont envie, comme le disait Nelson Mandela, de faire des changements puissants. Ça nous oblige à réfléchir et à revoir vraiment comment nous pensons les choses. Et moi je pense que c'est des types de rapports qui nous font rappeler qu'on a l'impression de ne pas exister dans ce qui est bien. Et ça, quelquefois, nous ici, on se gargarise de petites choses qu'on fait, mais en fait, ce n'est rien. Il faut repenser nos universités, il faut repenser l'offre de formation qu'on donne à ces jeunes-là. Parce qu'il y a des aînés qui, à un moment donné, allaient en formation à l'étranger, qui revenaient, on partait les chercher pour les mettre, pour leur donner du boulot, presque au forceps. Aujourd'hui, les enfants en cherchent, ils n'en ont pas. Parce que la qualité aussi de formation, elle n'est plus là. Ceux qui devraient continuer et restructurer la chose, nous ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on est dans un système qui, voilà, on a l'impression que bon, ça convient à tout le monde. Comme ça, vous passez devant l'université, on dit LMD. Le monsieur n'a même pas un ordinateur de la première année jusqu'à la dernière. Vous parlez de quoi? Il n'y a pas une connexion Internet libre dans des UFR. Vous voulez que les enfants là se forment comment? C'est cette jeunesse-là, vous voulez pour changer les choses demain? On a qu'à être courageux, on a qu'à se dire les choses. Il faut travailler. Et ça, je pense que ça nous ramène de façon implacable ce que nous sommes. Merci pour cette interpellation. Merci également pour le rappel historique de juge Bougma. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble de lundi au vendredi en direct et en simultané sur les médias leaders Truth TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, nous allons ce matin faire une photographie de la situation sécuritaire dans la région de l'Est et plus précisément dans la province de la Tapua. Et le porte-parole des jeunes de cette partie du Burkina est sur ce plateau, Van Marcel Woba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, la semaine dernière, vous étiez face à la presse pour donner, je dirais, votre lecture sur la situation sécuritaire au niveau de la province de la Tapua. On retient deux choses de cette sortie médiatique. D'abord, vous dites que l'État a rompu son contrat avec les populations. Et ensuite, vous appelez à une mobilisation pour faire face à l'île terroriste. Déjà, avant d'arriver à ces conclusions-là, qu'est-ce que vous avez comme élément
qui puisse vous dire que la situation est si alarmante qu'il faut aller, je dirais, de façon frontale face aux terroristes. D'accord, merci. Avant que j'aborde le sujet, j'aimerais profiter de votre plateau pour rendre hommage à tous ces jeunes qui sont engagés dans le combat, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie en voulant défendre notre pays. Je pense au FDS, je pense au VDP, je pense au Kologoyoko, je pense à toutes les personnes qui ont accepté se sacrifier pour cette partie, et j'aimerais vraiment garder une minute de silence pour eux avant de commencer. Merci bien. Déjà, je tiens à dire que rien ne va à l'Est. Quand on dit rien ne va, c'est pas seulement la situation sécuritaire, c'est tout ce que nous connaissons comme problème à l'Est. Mais comme aujourd'hui le sujet, c'est vraiment la situation sécuritaire, il faut d'abord que nous acceptions une chose. Depuis un moment donné, les terroristes sont montés à une autre étape parce qu'ils sont très stratégiques. Les écoles sont fermées. Les routes sont barrées. Ils contrôlent de plus en plus certains villages. Ils ont pris en otage certains individus. Et beaucoup de communes sont en train d'être asphyxiées à la date où je vous parle. Hier, il y a des jeunes qui m'appelaient déjà pour me dire que comme il n'y a plus d'institutions financières, il est très difficile pour eux de pouvoir rentrer en position de leur salaire. Effectivement, certains me diront que les salaires sont arrivés par Orange Money, mais il faut trouver une boutique qui a de la liquidité pour vous donner votre argent. Et ce qui est quasiment impossible puisqu'il n'existe plus de banque. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on attend. Les résultats sur le terrain, côté terroriste, c'est visible. Les résultats côté FDS, on espère que les résultats viendront bientôt. Mais aujourd'hui, rien ne va. C'est la période des récoltes. Malheureusement, beaucoup ne pourront pas récolter, malgré qu'ils aient sémé, qu'ils aient cultivé, qu'ils aient bravé toutes les difficultés liées à la saison hivernale. Mais ils ne pourront pas récolter tout simplement parce qu'ils ne pourront plus quitter leur village pour aller dans les champs, au risque de leur vie. Aujourd'hui, nous sommes comme des malades qui n'ont pas eu autre choix que d'attendre un médecin, mais le médecin tarde à venir. Il tarde à venir, pourquoi? Parce que nous en avons essayé plusieurs. Beaucoup sont venus, nous ont remis, je ne veux pas dire des ordonnances que nous avons payées, parce que quand je parle d'ordonnances, je parle des couvre-feux que nous avons supportés. Je parle de l'état d'urgence que nous avons supporté, parce que quand on dit état d'urgence, il y a tout ce qui va avec. Vous devez accepter qu'on fouille vos maisons, vous devez accepter qu'on vous fouille à n'importe quel moment, vous n'êtes plus libre de faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire n'importe quel comportement suspect peut vous conduire soit à la mort et dans le moindre mal en prison. Les jeunes ont accepté ça, la population tout entière a accepté ça, mais malgré ces pilules amères que nous avalons de jour en jour en espérant qu'on va guérir, la santé sécuritaire tarde à venir. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous nous sommes posé une question. Faut-il continuer à attendre que ce soit l'État qui vienne nous sauver? Voilà la question que nous nous sommes posée. Faut-il continuer à se poser la question, qu'est-ce que l'État peut faire? Faut-il continuer à critiquer l'État en disant l'État n'a pas fait son travail, l'État n'a pas. Faudrait-il pas qu'on se pose maintenant la question à savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour sortir de ça? Parce que ce que nous appelons État, parce que quand les villageois te disent État, ils ne se voient pas eux-mêmes dans l'État. Généralement, tout le monde voit le gouvernement, tout le monde voit les dirigeants. Mais ceux qui souffrent sont les populations. Ceux qui sont à Ouaga, pour preuve, les maquis sont toujours bondés. Quand on sort à 2h, 3h du matin, les maquis sont pleins.
beaucoup, même de nos dirigeants, lorsque nous les rencontrons pour échanger avec eux, on a parfois l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la situation réelle du pays, ou plutôt de la situation réelle de la région. Et certains osent même nous dire que nous exagérons dans nos propos. Mais même dans leurs rêves, n'essayent plus de revenir pour voir les siens. Même dans leurs rêves, n'essayent plus de s'approcher des populations qui les ont votées ou plutôt qui se sont sacrifiées pour qu'ils soient là où ils sont et qui aujourd'hui trouvent qu'il faut toujours attendre, Malheureusement, les populations se meurent. Malheureusement, les écoles se sont vidées. Malheureusement, toutes les institutions financières sont parties. Malheureusement, tout ce que nous avions comme richesse est en train de partir. D'accord. Avant de revenir à la stratégie que vous proposez, parce que vous sonnez la mobilisation, on va peut-être s'attarder sur le diagnostic. Okay. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, pourquoi la lutte piétine pour beaucoup, c'est peut-être dû à la spécificité de cette province-là, qui est la deuxième plus grande province du Burkina Faso. Le couvert végétal, on parle de beaucoup de forêts. Est-ce que ceci ne peut pas expliquer cela? D'accord. Je crois que je suis venu avec un peu de documentation que j'ai mis à la disposition des juges. Nous avons commencé ce combat, ça fait déjà 2 ans, parce qu'à un moment donné, nous nous sommes posé la question, faut-il attendre que l'État fasse quelque chose? N'est-il pas possible que quelques jeunes s'organisent, que nous essayons d'analyser un peu la situation, d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans cette région et dans cette province? Et nous avions fait assez d'enquêtes. Quand je dis enquête, c'est au vrai sens du terme. Nous avons même produit déjà des documents que nous voulons mettre à la disposition. Il faut reconnaître que ce terrorisme est arrivé chez nous il y a très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est pas comme ce que les gens veulent nous faire croire en nous disant que c'est en 2014, 2015, etc., etc. Ce terrorisme est venu chez nous depuis les années 90, 2000. D'abord, ils sont arrivés avec des missionnaires qui circulaient avec des jeunes, qu'ils installaient sous forme d'écoles coraniques. Ils nous ont construit des mosquées dans certaines régions, ou plutôt dans certains villages, qui n'ont même pas, je vous dis, qui n'ont même pas un petit forage. Vous irez dans certains villages, vous trouverez des mosquées de près de... minimum qu'on va évaluer, c'est la centaine de millions. Mais juste à côté de la mosquée, vous ne verrez pas un seul forage. Ils ont infiltré un peu notre administration. Ils ont forcé notre administration à travailler en leur faveur. Et travailler en leur faveur, c'est comment? C'est tout simplement en influençant sur les décisions de certaines communes, de certaines mairies, en établissant des couloirs qui sont financés par notre administration, par l'argent du contribuable, en faisant creuser des forages, en faisant construire des magasins dans ces couloirs. Et pour les populations qui s'y installaient parce que les conditions de vie étaient un peu favorables, vous allez vous rappeler de l'affaire Konkoufoanou, qui a fait quand même assez de bruit à un moment donné. Vous allez vous rappeler de l'affaire Pochiamanga, qui a fait aussi un peu de bruit à un moment donné. Vous allez vous rappeler aussi de l'affaire de Machakwali, qui a fait un bruit à un moment donné. Toutes ces affaires étaient un peu liées parce que tout simplement, à un moment donné, des ONG, des organisations ont fait comprendre à nos administrations qu'il fallait des couloirs, des passages pour animaux, peut-être inconsciemment, ils ne le savaient pas, qu'il fallait faire des réserves fauniques pour préserver la nature, etc., etc. Mais à l'intérieur, installer des forages, installer des magasins, qu'on disait des magasins pour animaux, qu'on disait des forages c'est pour les animaux, c'est pour permettre aux animaux de s'abreuver, c'est pour que les animaux ne soient plus obligés de passer d'une zone A à une zone B pour avoir de l'eau, etc., etc. Et tout ça, c'était au fait leur stratégie qu'ils étaient en train de dérouler. Après avoir fini ça, ils sont passés à une vitesse supérieure qui consistait tout simplement au recrutement des nôtres. Et le recrutement des nôtres, ça se passait comment? Ils ont passé tout simplement à choisir quelques individus qui étaient un peu favorables à leur message pour les rendre
riches. Et comment ils les rendaient riches? Ils s'organisaient tout simplement, ils t'appelaient, ils te disent, bon, jeune homme, tu viens, nous mettons 100 millions de marchandises à ta disposition et très rapidement, tu deviendras le plus grand commerçant du village, tu seras le plus riche, tu seras le plus influent, etc., etc. Et ces jeunes, beaucoup de jeunes, malheureusement, beaucoup de jeunes, c'est pas seulement dans la région de l'Est, c'est pas dans le Sahel, même à Ouaga, sont tombés à l'intérieur parce que cette stratégie se passe aussi et bien à Ouaga et bien dans les autres provinces. Beaucoup de jeunes sont tombés dans cette recherche de gains faciles, mais ils ont une stratégie qui est gagnante parce que tout simplement, cet argent que tu reçois, tu leur es redevable toute ta vie. Et tu ne peux pas devenir riche parce que tu vis selon eux leurs principes. Tu es obligé, par exemple, d'être toujours à la mosquée tous les jours. Quand tu rates une seule prière, ils vont t'interpeller pour te demander pourquoi tu n'es pas venu à la prière. Parce qu'eux, ils ont leur argent avec toi. Ils n'ont pas intérêt que tu fuis avec leur argent. Ils te disent, si tu veux avoir une certaine indépendance, si tu veux te faire plus de bénéfices, il faut que tu fasses venir aussi quelques jeunes, comme le système QNet. Voilà. Parce que lorsque tu viens payer, ils prélèvent la zakat à l'intérieur. Il y a tout un business qui est tout autour. C'est par vous qu'ils arrivent à faire écouler leurs marchandises de drogue, leurs marchandises de cigarettes et tout ce qui va avec. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, espéraient qu'en faisant ainsi, ils allaient devenir très riches. Ils ont pu installer un certain nombre de choses en utilisant, par exemple, ces jeunes pour être des acheteurs d'or. Vous aurez remarqué que dans plein de zones, beaucoup de jeunes arrivaient à acheter l'or, ce qui était impossible parce que l'or, ce n'est pas avec 10 000, 20 000 qu'on achète de l'or. Pour acheter de l'or, il te faut beaucoup de millions. Et ces jeunes qui se transformaient en acheteurs d'or, où ils trouvaient cet argent, tout le monde savait qu'il y avait un circuit qui était bien ficelé derrière. Et c'est ainsi qu'ils se sont installés tout doucement dans la région de l'Est. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ils étaient confrontés à une situation, et cette situation, c'était laquelle? De plus en plus, les gens étaient lettrés. De plus en plus, les gens sont allés à l'école et ils avaient de moins en moins de bénéfices. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de passer à la vitesse supérieure, qui est la situation que nous avons commencé à vivre depuis 2015. Et lorsqu'ils ont commencé, ils se sont installés dans les zones qui étaient favorables parce qu'ils avaient déjà fait un très bon maillage. Ils se sont installés là où ils avaient déjà fait construire les magasins, là où ils avaient déjà fait construire des forages avec de l'électricité, etc., etc. Parce qu'on vous dit qu'ils ont des états-majors très bien ficelés. Ils sont installés dans des zones où ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit parce que tout est à leur disposition. Ça veut dire qu'ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont des magasins, ils ont où dormir sans problème. Et c'est en grande forêt. Ce n'est pas dans des zones où c'est facilement accessible. D'accord. On va permettre au juge de réagir déjà à ce qu'on a vu comme élément de réponse. Juge Bougma. Oui, je vois qu'effectivement nous sommes à l'étape d'explication de comment est-ce que ces groupes-là se sont implantés. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce que ce week-end, nous avons échangé avec un originaire de cette localité. Mais c'est d'ailleurs un processus, certains ont été recrutés à près de 20 ans, avec les mêmes propositions. Vous venez avec nous, on va faire. Et puis, il y en a effectivement qui ont agrandi leur business dans ça, mais qui se sont convertis, qui se sont rangés sur les valeurs, les principes qu'ils partagent entre eux. Et aujourd'hui, qui effectivement se retrouvent pris au piège, mais convaincus qu'ils font effectivement œuvre utile. C'est pourquoi certaines localités sont tombées facilement, parce que c'était déjà des terreaux fertiles, et parce que c'est beaucoup plus un combat religieux, donc c'est un combat de religion et tout. Ça, voilà. Donc ça change effectivement la donne. Ça, effectivement, c'est l'explication. Maintenant, on a une administration effectivement qui a été infiltrée de façon stratégique, qui n'a pas vu venir entre griffes les choses. Effectivement, la crise de la forêt de Kunkufuanu a défrayé la chronique, on se rappelle. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est qu'au moment où il y avait ces recrutements, il y avait ces implantations, c'est vrai qu'il y a une administration qui est là, mais il y a une population qui observait et je ne dirais pas qui a laissé faire.
à la limite naïve, je ne sais pas, qui n'a pas vu venir les choses. Est-ce qu'au sein de la population, des gens n'avaient pas détecté que là où les choses sont en train d'aller, ça ne part pas dans le bon sens? Ok. Déjà, c'est vous dire, le document que je vous ai remis, vous allez voir que nous avons pu même identifier leur base, là où ils sont installés totalement. Vous allez voir que nous avons coché plein. Mais pour vous dire que les populations ont vu venir, mais les populations n'avaient pas de moyens parce que lorsqu'ils étalent leur stratégie, c'est des stratégies bien élaborées. Ils le font en amont et en aval. Pendant qu'ils sont en train de faire le recrutement, voici, c'est en ces périodes aussi qu'on vous parle de conflit agriculteurs-éleveurs, c'est en ce moment qu'on vous parle de cohésion sociale, et il y a des millions et des millions qu'on met dans ces processus de réconciliation. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'argent, on appelle des gens qui ne sont pas forcément des représentants de la population, qui sont peut-être des représentants d'eux-mêmes. On appelle des individus qui parfois sont un peu leurs complices pour organiser des colloques. On vous fait voyager, on vous amène au Togo, on vous amène un peu au Bénin, on vous amène à Ouagadougou, on vous loge dans des grands hôtels. On fait venir la presse, on dit parlons de cohésion sociale, non, ne vous inquiétez pas, c'est un conflit agriculteur-éleveur, ah non, il y a la liberté de religion, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté, tout le monde parle de liberté tous les jours. Et beaucoup d'associations, comme on le sait, qui cherchent des financements, se jettent à l'intérieur. Vous allez voir qu'à la date d'aujourd'hui, si on vous dit de citer le nombre d'associations qui vous parlent de cohésion sociale au Burkina, ça. C'est qui dit chacun se lève le lendemain matin, il trouve l'extrait de naissance de sa femme, la CNIB de son enfant, rapidement ils font une association et ils courent derrière. Et ces gens, ils sont prêts à débourser des millions pour ça. Et c'était juste une façon de laver d'abord les cerveaux, de dire aux gens, acceptez ce que vous êtes en train de vivre. Et le pire, comme ils avaient l'argent, c'était facile. Mais malheureusement, ils l'ont fait avec la complicité de beaucoup de nos dirigeants. Ils ont fait ça avec la complicité de beaucoup de nos maires qui, pour certains, l'ont fait peut-être inconsciemment. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse, même au niveau de l'État, c'est les ONG qui dirigent notre façon de réfléchir. C'est les ONG qui viennent dire, vous saviez, vous devez maximiser dans telle chose. Si vous ne parlez pas de telle chose, si vous ne faites pas des projets qui vont dans tel domaine ou qui ne sont dans tel domaine, nous ne sommes pas prêts à vous accompagner. Voici comment les gars sont très stratèges. Et le pire des cas, c'est qu'ils sont arrivés à se confondre à une grande masse. Quand on dit c'est une guerre religieuse, effectivement c'est une guerre religieuse. Il faut que nous ayons le courage de le dire. Ils se sont confondus à la grande masse qui est la masse musulmane et ils se mettent en retrait. Ils laissent ceux qui sont modérés, ceux qui sont parler à leur place. Et lorsque eux ils commettent des gaffes, ils se retirent et c'est toujours le père de famille ou bien les représentants qui viennent dire non, effectivement, chez nous, nos principes sont contre ça, nos principes sont contre ça. Effectivement, comme le débat est très difficile, chacun dit, vous savez, le sujet, il est sensible, évitons, cherchons vraiment à nous entendre, trouvons toujours des compromis. Et la compromission, ça arrange toujours le coupable. La victime, lorsqu'elle parle de compromission, elle va tout simplement à sa faillite. D'accord. Juge va. Oui, ce que vous dites est très intéressant, mais moi, il y a des points aussi sur lesquels je trouve aussi que peut-être il faut beaucoup plus argumenter, parce que pour moi, les propos sont aussi forts quand on parle de l'implication de l'administration, de certains plans qui ont été faits, parce que quoi qu'on dise aussi, on connaît la question des conflits éleveurs, agriculteurs et tout, les questions de transhumance et puis qui concernent certaines périodes où il y a des couloirs qui ont été entretenus. Vous dites que ça a été entretenu, tout cela dessiné pour le terroriste, alors qu'on sait qu'il y avait des besoins et des obligations aussi pour apaiser un certain nombre d'éléments de faire cela. Maintenant, que le terrorisme qui vient par après tire le meilleur parti de la réalité qu'elle trouve, c'est une chose, mais que cela a été construit par nos autorités pour eux, ça c'est une autre chose. Voilà pourquoi je dis il faut qu'on argumente très bien les choses ici. Maintenant, il y a la question religieuse aussi que vous abordez, parce que moi, quand je regarde dans les déplacés internes, il n'y a pas de religion. Tout le monde fuit.
Voilà, il n'y a pas une question de... Je ne pense pas qu'il y ait une question de tolérance vis-à-vis d'une partie ou pas. Ils sont dans un radicalisme. Si vous ne l'épousez pas, vous partez. Il n'y a pas de religion là. Donc ça aussi, je veux que vous argumentiez. C'est les 2 points qui pour moi sont très importants sur lesquels on va revenir. Merci. Je crois que j'ai bien ajouté en disant que beaucoup d'autorités l'ont fait inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, parce que nous avons eu le temps de prendre beaucoup de plans de développement communaux pour voir, lorsqu'ils construisaient par exemple ces pistes à bétail, est-ce que ça a été fait avec l'argent de la mairie ou bien si c'est un projet qui est venu financer. Nous sommes partis sur cette analyse. Et nous nous sommes rendus compte que parfois ce n'est même pas la mairie qui se lève, qui le fait, c'est des ONG qui se lèvent, qui viennent, qui font un plaidoyer avec monsieur le maire, qui organisent déjà les populations, les éleveurs, etc., etc., qui viennent dire, bon voilà, nous sommes, vous savez, vous avez des populations qui sont transhumants, vous avez des populations qui sont nomades, vous avez des populations qui bougent, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne faut pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons l'argent pour le faire. Voici comment les choses se passaient. Et comme les maires se rendaient compte que eux, ils ne vont pas enlever 1000 francs de leur poche pour pouvoir le faire, ils acceptaient. Et ils le faisaient aussi en se mettant en tête qu'ils le font pour le bien-être de la population. Mais laissez-moi vous dire que en Europe, ce n'est pas qu'il n'y a pas de transhumants. Il y avait des transhumants, mais qui sont très bien encadrés. Et à la date d'aujourd'hui, il faut qu'on accepte, de même qu'on dit aux agriculteurs, il faudra que vous restez dans vos zones, évitez de traverser, etc., etc. À la date d'aujourd'hui, nous devons être d'accord que nous sommes plus de 7 milliards de population sur la planète. Ça veut dire que la planète, on n'a plus de possibilité de conquête de nouveaux territoires. Et il faut que nous apprenions qu'on doit arrêter certaines pratiques qu'on avait avant. Nous devons comprendre que autant on dit qu'il faut moderniser l'agriculture, autant il faut moderniser l'élevage. J'aurais bien aimé qu'on trouve des zones qu'on dise, vous restez là-bas, vous ne bougez plus, mais vous cultivez tous les aliments dont les animaux ont besoin. Non, mais pas dire... Ce que je dis, c'est que les couloirs qui ont été faits, ce que vous tentez de nous dire, c'est que tous ces investissements qu'on avait eu à un moment donné, c'est comme si vous nous dites que c'était à dessein relativement à ce terrorisme-là. Alors que, moi, ce que je dis, on pourrait aussi dire qu'il y a des terroristes qui tirent le meilleur parti d'un couloir qu'ils ont trouvé. C'est de ça que je parle. Maintenant, dire qu'il y a une implication, voilà. Bien sûr, maintenant, dire que quand on regarde le plan, il y a même nos autorités qui y ont participé et tout. Ça, moi, je trouve que c'est quand même un peu fort. Je vais peut-être vous étonner. À la date d'aujourd'hui, il y a plein de sujets, il y a plein de projets de développement que nous avons eus qui n'ont jamais été pensés par nos dirigeants, qui ont été pensés par d'autres individus, qui leur ont été soit imposés à travers ce que nous connaissons, les plaidoyers, etc., etc. Et les autorités ont juste vu le côté, peut-être qui était bien, ils ont accepté. Mais, à la date d'aujourd'hui, nous devons tous nous poser la question, à qui profite le crime ? Parce que si ces couloirs ont été, si je vous dis qu'il y a des châteaux qui sont tellement de ce qui dit les plaques solaires, les batteries qu'on a mis à l'intérieur, si vous venez que vous regardez, on vous dit que c'est uniquement pour un château, vous n'allez pas croire. Et ça sert de base aujourd'hui. Ça sert de base. Parce que tout simplement, lorsque ces personnes installaient, par exemple, ces plaques solaires, lorsque ces personnes installaient ces batteries, ils avaient une chose en tête. Ils n'installaient pas juste pour le château d'eau, mais ils installaient parce qu'ils auront besoin de ça plus tard. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. D'accord, alors vous avez... Si vous me permettez, je vais partir aussi pour la religion. Je suis totalement d'accord, toutes les religions sont déplacées. Mais il y a des corporations de religion qui ne sont pas déplacées. Il y a des corporations de religion qui sont toujours avec ces gars, qui continuent au fait de vivre, mais comme on veut toujours nous faire voir le bon côté de la chose, on nous dit parce que lorsqu'on prend les déplacés, il n'y a que deux entités. Ce qui dit au Burkina, par exemple, nous sommes arrivés à avoir 3 entités, c'est catholiques, protestants et puis les musulmans. Disons chrétiens plutôt, parce que ça... Voilà, chrétiens ça plutôt, autant pour moi. Voilà, chrétiens et puis les musulmans.
Mais quand on rentre, par exemple, chez les musulmans, il y a une infinité de branches qui ne s'acceptent pas. Voici pourquoi, par exemple, ces derniers, quand ils viennent et que toi, tu n'es pas un musulman, comme eux, ils sont musulmans, tu es leur ennemi. Ils sont prêts à t'abattre. Mais lorsque tu es un musulman comme eux, ils arrêtent. Pour preuve, à la date d'aujourd'hui, quand ils arrivent, ils te disent, ils tuent même des l'imam. Tu refuses d'être comme eux. C'est là, en fait, le problème. Et ces personnes, si vous voulez, vous faites vos enquêtes, vous êtes journaliste, vous ne trouverez pas ce qu'ils sont en train d'imposer aux gens, vous ne trouverez pas dans les déplacés des gens de ce genre. D'accord. Peut-être une précision. Ah bon. Non, pas de précision, mais moi je pense aussi qu'on a un peu l'historique des choses. Okay. Pourquoi est-ce qu'il y a le pourrissement? Mais on est dans une situation aujourd'hui. Et vous vous dites, à un moment donné, il faudrait que vous vous assumiez. Ouais. Maintenant, on s'assume comment? D'accord. Merci bien. Déjà, je vous ai donné un peu ce que nous avons déjà fait comme travail. À la date d'aujourd'hui, chaque Burkinabé devait se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ce terrorisme disparaisse? Ça ne doit pas être le combat d'un individu, ça doit être le combat de tous. Je vous donne un exemple. Si à la date d'aujourd'hui, le président du tribunal, juge Vaya, juge Bougma, décidait par exemple d'envoyer ne serait-ce que 1000 francs ou 2000 francs à un VDP qui est sur le terrain, ce VDP comprendrait que moi, en tant que VDP, en tant que personne engagée pour défendre le terrorisme, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour tout le monde. Les gens me diront non, ils ont un salaire, etc., etc., mais tout le monde sait, je ne vais pas revenir sur les... Voilà. Je vous dis qu'il y a des VDP, il y a même des volontaires, il y a des jeunes qui sont engagés avec nous, qui parfois, lorsqu'ils ont des informations, ils n'ont même pas, je vous dis, les 500 francs pour acheter le carburant, pour mettre dans la moto, et puis partir. On dira que c'est pas normal, c'est le rôle régalien de l'État. Mais il faut accepter qu'à un moment donné, l'État a montré ses limites. Je vous ai donné un document où vous allez voir, par exemple, un peu, parce que c'est des statistiques qui sont un peu plus confidentielles, on n'aimerait pas trop partager, mais c'est juste pour que vous sachiez que nous avons fait un très grand travail, où vous allez voir à peu près le nombre de VDP par commune, qui est très minime. On vous donnera une centaine dans une commune. Même si on va les répartir par village, vous trouverez peut-être que certains villages ont 5, 10, 20. Et lorsque 50 personnes viennent pour attaquer 5 personnes, quoi que vous fassiez, c'est impossible. Quelle qu'en soit votre volonté, quelle qu'en soit votre puissance, vous serez obligé de vous replier. Voici pourquoi nous avons dit, maintenant nous connaissons la situation réelle. Nous connaissons que nous n'avons pas le choix. L'État a fait ce qu'elle peut, a fait plutôt ce qu'il peut. Mais l'État a des limites. Et cette limite, c'est quoi? L'État doit circuler selon les règles qu'elle s'est imposées elle-même en respectant le droit. Malheureusement, ces terroristes ne respectent pas le droit. Ils n'ont rien à foutre avec le droit. Ces terroristes utilisent tous les moyens en leur possession pour pouvoir nous combattre. Au début, quand ils arrivent dans les villages, même avec les armes, ils vous disent non, on cherche d'abord les FDS, après ils viennent dire on cherche les fonctionnaires, après ils montent. Faut-il attendre qu'ils arrivent à moi? C'est la question qu'on a posée à tout le monde. Parce que les gens pensent que Ouagadougou, si aujourd'hui nous avons la chance de nous asseoir ici parler, ce n'est pas possible que je passe sur une radio de Fada ou d'une province de l'Est pour parler du terrorisme. C'est pas possible. Ça veut dire, à peine vous allez commencer que on va venir arrêter la radio et puis on va brûler la radio. Pour vous dire que c'est pas possible. Voici pourquoi, par exemple, nous avons même décidé de venir porter le message d'abord à Ouagadougou. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, nous avons dit que, au plus tôt, après avoir fait cette étude, je vous ai dit que l'étude a duré un peu plus de 2 ans, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est une guerre populaire. Ces derniers-là, quand tu poses la question aux populations, les populations te disent que ces gars n'ont pas besoin du président. S'ils avaient besoin du président, ils savent où est le président. Les gens te disent que ces gars n'ont pas besoin forcément des FDS. S'ils avaient vraiment besoin des FDS, ils n'allaient pas attendre que les FDS viennent vers nous
pour les combattre, ils allaient aller vers les FDS. Ceux qu'ils cherchent pour tuer, c'est nous. Mais malheureusement, nos FDS ne sont que des passagers. C'est des étrangers qui viennent de temps à autre, qui font ce qu'ils peuvent faire et qui repartent. Donc lorsqu'ils arrivent, les gars déménagent dans la cour du voisin. Lorsqu'ils repartent, les gars reviennent avec nous. Et malheureusement, on nous dit, attention, il ne faut plus te défendre. Attends, nous, c'est notre rôle régalien, nous, on va toujours te défendre. Et c'est là le problème. Les renseignements, je vous dis et je le répète, à l'Est, il y a assez de renseignements. Quand vous regardez ce que nous avons fait, nous sommes arrivés même à dénicher tous les villages où il y a les terroristes. Quand je dis tous les villages, c'est au vrai sens. Où ils sont installés, je ne veux pas dire qu'ils font la pluie et le beau temps, mais pas trop loin de ça. Où ils sont installés, c'est eux qui dictent la loi. C'est eux qui disent exactement qu'est-ce qui doit être fait, comment les choses doivent être faites, etc., etc. Malheureusement, notre situation géographique, l'environnement que nous avons, fait que c'est en leur faveur. Et comme l'armée est la seule à se battre à l'intérieur avec quelques VDP qui malheureusement doivent recevoir des ordres de FDS, parce que c'est malheureusement, je connais plein de VDP qui te disent que parfois, eux, ils appellent, c'est qu'ils ont les informations avec exactitude où les gars sont, ils veulent aller, mais quand ils appellent, on va te dire non, attends que nous informons la hiérarchie, etc., etc., avant que. Et d'ici que le gars va vous dire, allez-y, les données ont changé sur le terrain. D'accord. Alors, vous parlez d'un travail de recherche. Il y a un condensé de renseignements dans ce document-là. On est curieux de savoir, est-ce que vous avez remis ce document à qui de droit? Ce document a été remis à qui de droit? Ce document, d'ailleurs, a été adressé à M. le Premier ministre. Parce que, pour vous dire vrai, de plus en plus, les populations se posent la question à quel sens se vouer. Mais nous avions aussi décidé de ne pas rester, de ne pas attendre seulement la solution de l'État. Parce qu'attendre la solution de l'État, c'est vraiment la chose la plus mortelle. C'est vrai que le juge va revenir sur vos ambitions, vous parlez de mobilisation. Alors, vous avez parlé de votre travail de renseignement, mais il y a aussi votre implication sur le terrain pour combattre les terroristes. Est-ce que, avec le recul, c'est pas suicidaire? Vous avez parlé un peu de la façon dont la zone est maillée. Est-ce que c'est pas suicidaire de faire cet appel-là sans avoir véritablement les moyens et ce qu'il faut? D'accord. Je vais déjà vous étonner. Suicidaire... Est-ce qu'on a le choix? C'est pas parfois mieux pour son honneur de se suicider que de se laisser abattre comme un chien ou de se faire égorger, filmer? Je crois que c'est la chose la plus difficile. Vous avez vu sûrement la semaine surpassée, ils ont voulu s'aimer la terreur dans l'esprit des gens en présentant une vidéo où ils étaient en train d'égorger quelqu'un des nôtres qui suppliait en langue gourmandchement qu'on le laisse. Mais malheureusement, qui a été égorgé. À la date d'aujourd'hui, ce combat, ce n'est pas forcément avec les armes. Je vous livre une petite stratégie, par exemple, que nous menons sur le terrain, et que j'aurais bien aimé que peut-être tous les Burkinabés appliquent. Ces derniers ne peuvent pas faire ce combat à pied, c'est pas possible. Ils roulent tous à moto. Ne serait-ce que inventer, quand je pars, par exemple, en Côte d'Ivoire, je suis content de voir que les corridors, ce n'est pas comme chez nous, c'est juste des policiers qui sont arrêtés. Quand tu viens, ils te... Voilà. On dépose un dispositif qui toi-même te dissuade. Si tu as envie de passer, ce n'est pas possible. Il serait intéressant, ce n'est pas des choses qui sont très très chères. D'ailleurs, ce n'est même pas cher. On peut le fabriquer de façon locale. Nous, par exemple, nous utilisons par exemple cette stratégie pour au moins ralentir leur avancée. Parce que si vous aviez au moins une cinquantaine qui viennent et que 20-30 motos sont percées, je crois que la cinquantaine n'arrivera pas. C'est peut-être 30 ou 20 qui vont arriver. Ça, c'est l'une des stratégies. Et la seconde chose, cette forêt, nous la connaissons. C'est chez nous. Ce n'est pas chez quelqu'un. Eux, la plupart qui viennent sont des étrangers, malgré qu'il y ait des enfants de la localité qui y sont. Cette localité, nous la connaissons mieux que tout le monde parce que nous avons fait d'abord notre enfance à l'intérieur. Nous avons été initiés
dans ces villas, dans cette forêt, nous avions aussi fait l'élevage à l'intérieur. Oui, mais après, il y a un problème de logistique aussi qui va se poser. Parce que, comme quand je vous ai entendu, les ravitaillements sont en train d'être coupés, même pour avoir effectivement de la ressource financière auprès des institutions bancaires, il n'y en a plus. Même auprès des opérateurs de téléphonie, il faut trouver une boutique pour aller avoir. Donc après, il y a une logistique qui tarde à venir parce que quand j'ai regardé les statistiques, en fonction du ratio nombre de VDP formés et équipés, mais l'écart est abyssal. Il y a un grand nombre formés et un petit nombre qui est équipé. Ok. Bon voilà, donc même ceux qui sont identifiés, formés par l'État, qui devaient effectivement soutenir, sont dans un état difficile. D'accord. Maintenant, vous, c'est pratiquement, je dis bien, avec des moyens de bord. En fait, c'est ça, je comprends mieux la question. Je vais aussi vous ajouter quelque chose. Vous savez que quand ces terroristes ont commencé le combat, ils n'étaient pas équipés. Là, je vous assure. Je vais vous donner quelque chose qui va vous faire rire. Ils ont attaqué une fois un commissariat avec des pétards. Vous connaissez ce que c'est que les pétards? Oui, ce qu'on utilise en fin d'année souvent. Oui. Voilà. Les dynamites comme ça veut dire qu'ils ont juste eu une stratégie pour installer un certain nombre de pétards tout autour du commissariat et de faire crépiter ces pétards pendant un bon moment. Tout en sachant qu'il n'y avait que 2 ou 3 FDS qui étaient au poste. Et que lorsque les pétards vont, avec la psychose qu'on avait sémée dans la tête des gens, lorsque les pétards vont commencer, les gars vont se chercher, chacun va trouver un coin où se cacher, ou bien les gars même vont chercher à replier en ville. Et c'est ainsi qu'ils cassent les postes. Et qu'ils ont maintenant des armes. Et ils récupèrent des armes. Et à la date d'aujourd'hui, c'est comme je dis, on ne va pas dévoiler toute notre stratégie, mais ne vous inquiétez pas, on n'attendra pas seulement que ce soit l'État qui nous donne des armes. Parce que nous connaissons comment les neutraliser. On connaît là où ils viennent s'approvisionner. À la date d'aujourd'hui, nous avons par exemple commencé à boycotter tout ce qui est d'abord leurs produits. Parce qu'ils s'approvisionnent, parce que nous aussi, on accepte acheter dans leurs boutiques. C'est ça aussi la chose. La seconde chose que nous avons décidé, c'est de foutre en l'air toutes les infrastructures hydrauliques qu'ils ont. D'abord, lorsque, par hasard, dans nos tournées, on tombe sur une infrastructure connectée, etc., on se dit, bon, le minimum serait déjà de foutre en l'air le système électrique, même s'ils vont venir eux-mêmes pomper, puisque généralement, on n'avait même plus mis ça. C'était tellement bien fait, de telle manière à ce que l'électricité remonte, etc., Voilà. Il y avait des châteaux d'eau bien faits, et on disait que c'était pour les animaux, tout en sachant que plein de villages étaient là, ils avaient juste besoin d'une pompe, d'un forage pour vivre. Mais ils n'en avaient pas. Et on se permettait de mettre des trucs pareils. Donc nous avons commencé à boycotter ça. Et l'autre chose, ils ont des magasins qui étaient garnis de maïs, qu'on disait c'était pour les animaux. Mais nous savions qu'ils utilisent ça pour leur alimentation. Donc il y a déjà ça, le simple fait déjà de s'attaquer à ces symboles, c'est très important. La seconde chose, c'est eux aussi les asphyxier. C'est bien vrai qu'ils vont nous asphyxier, mais il faut aussi qu'eux aussi on les asphyxie. Et nous étions d'abord très contents lorsque nous avons appris que l'État a sévi avec l'affaire de carburant. Nous sommes très contents que 2 jours, par exemple, l'État ait accepté d'envoyer un certain nombre de bataillons dans la province. Et ça, je confirme qu'ils sont sur le terrain parce que beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi ils ont attendu après notre conférence de presse pour mettre de telles choses à l'intérieur. Mais le malheur dans tout ça, c'est comme je vous dis, c'est nous-mêmes. Le combat, c'est d'abord nous-mêmes. Tant que nous ne serions pas décidés, parce qu'on a beau nous donner toutes les armes, tant que nous n'aurons pas le courage, nous n'aurons pas cette intégrité de nous défendre nous-mêmes, quel qu'en soit ce que nous ferons, je suis désolé de vous dire que on ne gagnera pas ce combat. Et ce combat, c'est d'abord psychologique. Juge, voilà, peut-être dernière remarque ou question avant qu'on ne referme les fois de cette émission. Moi, c'est que la question des VDP, c'est déjà ouvert. Moi, j'ai regardé les fiches que vous avez données. On ne peut pas partager les chiffres, ça c'est clair. Mais vous voyez que le nombre de VDP qui acceptent, le nombre de personnes qui acceptent de venir se faire recruter, c'est seulement le tiers qu'on arrive à former. Donc, ça veut dire qu'en clair, on aura... vous dites, vous allez passer outre la formation. Vous allez faire avec ce que vous pouvez.
Je vais profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil à plein d'anciens soldats qui sont engagés dedans. D'accord. Nous avons la chance d'avoir même certains ex-PDP, certains ex-RSP qui sont à la retraite aujourd'hui, qui nous accompagnent, qui acceptent de mettre ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont appris à notre disposition. En termes de guérilla, je vous dis à la date d'aujourd'hui, nous en avons plein de stratégies. Et nous avons plein de gars qui nous apprennent à combattre les mains nues, qui nous apprennent des systèmes où, même si le gars vient avec des armes, peut-être qu'il va tuer 1-2 personnes, mais il ne pourra pas faire beaucoup de choses. Et ces personnes, je profite de l'occasion déjà pour leur dire merci. Nous avions plein qui nous accompagnent, quand on dit accompagner, qui nous accompagnent sur le terrain, qui malgré qu'eux-mêmes on les refuse, ça je tiens déjà à vous dire, il y a beaucoup qu'on refuse même de prendre comme VDP. Il y a beaucoup qui disent oui, je suis à la retraite, j'ai 15 ans de service, j'ai envie de réintégrer les rangs, etc. Qu'on dit non, bon, pour des raisons que seuls connaissent. Mais ces personnes, par exemple, nous accompagnent, ils nous conseillent, ils nous forment. Et c'est plus ces personnes qui nous ont plus mis dans la tête que si on accepte aller au combat, nous allons avoir des résultats. Van Marcel Wouba, merci d'être venu à la barre du tribunal de l'actualité avec vous. On a parlé de la situation sécuritaire dans la région de l'Est et plus particulièrement ce qui se passe dans la province de l'Atapoa. Avec vous, on a eu des éléments de réponse sans forcément dévoiler la stratégie que vous êtes en train de mettre en place justement pour apporter votre contribution dans cette lutte-là. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On met un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.